Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. Direction Ziguinchor, au tribunal. Tous les prévenus relaxés à l'exception de 2 condamnés. L'un en mois ferme, l'autre un mois avec sursis. C'était dans le cadre des manifestations suite à l'affaire Sud Beauté en début de semaine. L'inspection d'académie de Ziguinchor demande la traduction devant le conseil de discipline des 2 professeurs du lycée de Diouloulou. Ils ont été indexés par le rapport du proviseur comme étant les auteurs des perturbations dans l'établissement le 16 mai dernier. Message du Khalif général des Mourides au président de la République. Le QDIS salue le geste de Serigne Mountakha Mbacké. Son secrétaire général pense que le chef de l'État doit décrypter l'acte posé et œuvrer pour la paix et la stabilité. Pèlerinage marial de Poponguine, l'archevêque de Dakar, dans le cadre des préparatifs de l'événement, a reçu une délégation du groupe Futur Média. Il en a profité pour annoncer des innovations pour l'édition 2023. Et puis Cannes U17, les Lionceaux en quête du titre continental face au Maroc. Ce sera dans moins d'une heure à Alger. Voilà le sommaire de ce 20h. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Tout d'abord, ce drame dans le département de Bignona. 3 enfants, dont le plus âgé a 6 ans, sont morts asphyxiés dans un véhicule ce vendredi. Le drame s'est produit dans le village de Dar es Salam Chérif, dans la commune de Kataba. Les victimes étaient portées disparues depuis hier et faisaient l'objet d'une intense recherche de la part de leurs parents. Une enquête est ouverte sur cette affaire. Ziguinchor, tous les prévenus ont été relaxés à l'exception de 2 condamnations, dont 1 mois avec sursis et un autre mois ferme. Pour rappel, les personnes jugées aujourd'hui étaient arrêtées dans le cadre des manifestations de ces derniers jours à Ziguinchor, manifestations consécutives au procès devant opposer Ousmane Sonko à Adissar dans le cadre de l'affaire Sud Beauté. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions avec Lamine Ba. Nous restons à Ziguinchor avec l'inspection d'académie qui demande la traduction de 2 professeurs de Diouloulou devant le conseil de discipline. Ils ont été accablés par un rapport du proviseur comme étant les auteurs des perturbations dans l'établissement le 16 mai 2023. Les détails avec Mamadou Fall. Un rapport de l'inspection d'académie de Ziguinchor accablant 2 professeurs du lycée de Diouloulou rendu public. L'IA les accuse de faire partie des auteurs qui ont perturbé les cours le 16 mai 2023. L'inspecteur révèle qu'il a été informé par le proviseur des agissements répréhensibles des 2 professeurs qui ont conduit à l'arrêt des cours. Cornel Lambal, matricule de solde 71 36 50 H, et Abdoulaye Diatta, matricule de solde 72 46 65 H, respectivement professeurs de français et de philosophie, sont cités par le rapport du proviseur. D'après le proviseur, les professeurs ont pris la décision sur eux d'aller de classe en classe déloger les élèves parce que, disent-ils, le pays va mal. L'inspecteur révèle qu'après avoir constaté la gravité des faits, a immédiatement demandé au proviseur de leur servir des demandes d'explication. Chose faite, et les concernés ont reconnu avoir commis une faute. Ils ont fait leur mea culpa et ont juré de ne plus s'embourber dans une délicate besogne. Ils justifient leur acte par une volonté de sécuriser la vie de leurs élèves. Cependant, l'inspecteur souligne que leur mea culpa n'enlèverait en rien la gravité des faits commis. Les actes commis peuvent être qualifiés de fautes lourdes, qu'en plus de manquer personnellement à leur obligation professionnelle de faire cours ce jour, ils ont privé leurs élèves et d'autres élèves de l'établissement de leur droit à l'éducation, mis en danger les élèves en les engageant dans une lutte qui n'a rien à voir avec l'éducation, mis à rude épreuve de l'éthique et la déontologie enseignante. L'IA de Ziguinchor préconise la suspension temporaire des 2 enseignants de leur fonction de professeur d'enseignement, la traduction de ces derniers au conseil de discipline et leur radiation du cadre de l'enseignement pour faute lourde. L'enseignant a bel et bien le droit de faire de la politique, mais en dehors de l'école. C'est du moins l'avis de El Hadji Oumar Youm, secrétaire général du SAEMS, qui en a profité donc pour contredire le rapport du procureur de Diouloulou. Je vous propose de l'écouter au micro de Fatou Bintou Conté. Concerne l'exercice des activités politiques des enseignants, personne ne peut empêcher à un enseignant d'avoir des activités politiques
D'autant plus qu'avant d'être enseignant, il est avant tout quand même un citoyen et à ce titre, il a le droit d'exercer ses droits civiques. Cependant aussi, nous l'avons toujours rappelé, mais il s'y est donc de rappeler qu'il doit les exercer en dehors de l'espace scolaire. Et aussi, tout de même, nous n'accepterons pas qu'il y ait une traque des enseignants, qu'il y ait une chasse aux enseignants qui ne dit pas son nom et qui se manifeste à travers des descentes régulières des forces de l'ordre et des arrestations multiples d'enseignants pour le simple fait d'avoir exercé des activités politiques. Cela aussi est inacceptable. Le mouvement national des enseignants républicains regrette les perturbations notées dans les enseignements et apprentissages ces derniers jours. Ces éducateurs ne veulent plus voir les élèves déserter les salles de classe pour participer à des manifestations politiques. Ils invitent les parents d'élèves et l'État du Sénégal à prendre leurs responsabilités. Écoutons à ce propos Saouro Sen qui a présidé la rencontre de ces enseignants au micro de Maïmouna Ndiaye. Depuis quelque temps, on constate que les enseignements apprentissages sont perturbés par des individus mal intentionnés pour des raisons purement politiciennes. Pire, des enseignants défiant toute logique de déontologie vont jusqu'à manipuler, inciter leurs élèves à déserter les salles de classe pour participer à des manifestations politiques. Pour preuve, on a vu un enseignant intervenir dans une assemblée générale d'élèves pour les encourager à aller en mouvement. Ce qui s'est passé au lycée de Djouloulou dépasse l'entendement. En effet, des enseignants accompagnés d'élèves ont arrêté les cours et ont fait sortir les élèves dans la rue. Beaucoup de nos enfants sont aujourd'hui arrêtés dans des manifestations politiques au moment où ils devaient être dans leur salle de classe. Ils provoquent encore d'autres manifestations avec leurs camarades qui leur viennent en aide en signe de solidarité. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Face à de telles attitudes, l'État et les parents d'élèves doivent prendre leurs responsabilités vis-à-vis de ces enseignants qui déshonorent cette noble fonction. Puis à propos de la suspension des cours à Sédhiou à partir de ce vendredi, cette note de l'inspecteur d'académie a été très bien saluée par tous les acteurs du système éducatif dans le PACAO. Les détails dans cette correspondance signée Bakary Conté et Khalid Yamé. À Sédhiou, l'inspecteur d'académie a décidé de suspendre les cours à partir de ce jour jusqu'au jeudi 25 mai prochain. Une décision très bien appréciée par les acteurs de l'éducation. Vraiment, je suis d'accord avec lui. Vous savez, ce n'est pas facile. On dit, le français dit toujours, vaut mieux prévenir que guérir. Mais il a la responsabilité de tous nos enfants. Et actuellement au Sénégal, ce qui se passe ici est vraiment incontrôlable. On ne peut pas contrôler. Donc nos enfants, qui sont des petits garçons, et des petites filles, des petits garçons et tout, vraiment les laisser à la merci de ces gens-là. Vraiment, il a été très sage. Il a été courageux aussi. Les parents aussi doivent surveiller les enfants à la maison. Abdoulaye Diallo, secrétaire général du CELS de Sédhiou, abonde dans le même sens. Aujourd'hui, nous le constatons. À chaque fois qu'il y a une manifestation politique, les élèves ou bien l'école est pris en otage. Les enfants sont mis au devant de la scène. Les enfants sont souvent manipulés. Et là, nous le déplorons. Parce que l'espace scolaire ne doit pas être mêlé à la politique. Il lance un appel aux enseignants. Nous lançons un appel aux enseignants, aux acteurs du système éducatif, de préserver l'école de ces turbulences politico-sociales. Donc il faut les épargner de ces turbulences-là. Donc le canton est suffisamment affecté. Nous avons écho également que des enseignants sont poursuivis parce qu'ils ont eu à manipuler des enfants, des élèves, pour les sortir, pour envoyer la rue. C'est des choses que nous déplorons. Le président de l'Union régionale des parents d'élèves de Sédhiou invite les parents à s'impliquer davantage dans la sensibilisation afin que les enfants ne soient pas manipulés.
Message du Khalife général des Mourides au chef de l'État, donc remis par une délégation reçue au palais. Le cadre unitaire de l'islam salue le geste de Serigne Mountakha Mbacké, estime qu'il est dans une logique de continuité. Selon le secrétaire général, Dr Cheikh Gueye, le chef de l'État doit décrypter l'acte posé et œuvrer en tant que père de la nation à préserver la paix et la stabilité. Le QDIS invite tous les acteurs politiques donc à mesurer également le sens de leur responsabilité. Un sujet signé Alassane Ba et avec les images de Ahmadou Ba. Le geste est à la fois symbolique et révélateur. Le khalife général des Mourides a voulu, à travers l'acte posé, rappeler au président de la République sa responsabilité face à la situation actuelle que traverse le pays. Ce message-ci a une portée particulière parce qu'il l'a transmis au président de la République, pas seulement à l'acteur politique Macky Sall, mais avec le cachet officiel qu'on a vu dans la réception de ce message, c'est au chef de l'État et au père de la nation que ça a été remis. Donc cela veut dire que ça s'adresse à toute la nation et ça devrait inspirer tous les acteurs politiques à revenir à la raison et à comprendre que le pays est plus important qu'eux et leurs ambitions. Au-delà du président de la République, chaque acteur doit jouer pleinement son rôle pour la préservation de la paix et de la stabilité. Je pense qu'il devrait cette fois-ci entendre raison et je suis assez optimiste sur le fait que ce message-là peut déclencher un nouvel élan et peut confirmer effectivement qu'on entre dans une nouvelle ère où le dialogue, comme l'a appelé le président de la République, va se tenir, mais que d'autres discussions vont se tenir, les procès vont se tenir et se terminer. Et j'espère que tout cela se terminera par une fin heureuse. Le QDIS reste optimiste et invite tous les acteurs politiques à faire preuve de responsabilité. Justement, quelques semaines après l'appel du président de la République au dialogue, la date de ces retrouvailles enfin fixée. Il s'agit du 30 mai prochain, selon la RFM qui donne l'information. Le dialogue qui va regrouper plusieurs organisations politiques de la société civile va durer à 15 jours et de nombreux points seront au menu. Je vous l'annoncer également dans les titres de ce 20h, pèlerinage marial de Popenguine. Le directeur général du groupe Futur Média a rendu visite à l'archevêque de Dakar. Dans cette entrevue, Monseigneur Benjamin Ndiaye a annoncé des innovations de taille pour l'édition 2023. Parmi les nouveautés, la tenue de la grande messe de lundi de Pentecôte, entre autres annonces. L'archevêque s'est félicité de la démarche du groupe Futur Média. Compte rendu signé Aminata Mbaresso et Modou Diop. Vous m'offrez l'occasion d'appeler tout le monde évidemment à la discipline, à la ferveur et aussi à l'action de grâce. Je crois que nous avons des signes qui nous sont donnés à travers cette édition, des signes qui interviennent dans un contexte que certains... Une délégation du groupe Futur Média à la résidence Les Badamiers, une visite de courtoisie à son Excellence l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye. Dans une ambiance détendue, l'archevêque de Dakar a accueilli ses hôtes. Au menu des échanges, le pèlerinage marial de Popenguine, une édition sous le sceau de la nouveauté. De nouvelles acquisitions pour nous. Et Popenguine est un projet assez gigantesque. Les travaux sont toujours en cours, mais le souhait exprimé est que nous puissions y célébrer au moins la messe du lundi de Pentecôte. Outre la célébration de la messe dans le nouveau sanctuaire le lundi de Pentecôte, d'autres innovations sont annoncées. Les autres célébrations du pèlerinage se passeraient quand même dans le lieu habituel, à l'exception de la messe du lundi de Pentecôte. Nous avons voulu associer à cela une nouvelle grotte mariale. L'idée de grotte, c'est en fait né surtout de l'apparition de la Vierge Marie à Notre-Dame de Lourdes, là-bas en France. Et la grotte qui était là, elle avait fait son temps et demandait rénovation.
Et donc ce sont les fidèles qui ont été invités à pouvoir trouver une somme de 100 millions pour pouvoir finaliser cette grotte. La construction est en cours, elle est bien avancée et nous espérons pouvoir bénir la nouvelle grotte à l'occasion de ce pèlerinage édition 2023. Le groupe Futur Média, pour sa part, compte déployer tous ses supports pour la couverture de l'événement. Je vous félicite pour les prises de position, mais aussi les prières à l'encontre du pays, notamment pour la paix, parce que je pense que c'est un message très fort et très important, surtout dans ces temps qui courent, mais aussi les prières par rapport à l'abondance, mais aussi la sensibilisation par rapport à la jeunesse de ce pays. Vous pourrez compter sur le groupe Futur Média pour une très bonne réussite de l'événement. Merci pour tout. Merci beaucoup. Le pèlerinage marial de Popunguine édition 2023 se tiendra les 27, 28 et 29 mai, un événement religieux qui coïncide cette année avec des travaux de rénovation initiés par l'État du Sénégal dans environ 6 sanctuaires sur l'ensemble du territoire national. Et cette visite de la délégation du groupe Futur Média a été une occasion pour l'archevêque de Dakar d'appeler à la discipline, à la ferveur. Monseigneur Benjamin Ndiaye a également prié pour un hivernage pluvieux, mais aussi la paix au Sénégal. Un appel a été également fait à la jeunesse. Nous l'écoutons toujours au micro d'Aminata Baresso et Modou Diop. Vous m'offrez l'occasion d'appeler tout le monde évidemment à la discipline, à la ferveur et aussi à l'action de grâce. Je crois que nous avons des signes qui nous sont donnés à travers cette édition, des signes qui interviennent dans un contexte que certains pensent difficile, avec même des menaces contre la paix dans notre pays. Je dis toujours que c'est à nous à faire l'effort de changer nos manières d'agir, de parler et de nous comporter. Et que ce qui est essentiel, c'est de se poser toujours la question, est-ce que ce que je dis et ce que je fais contribue à pacifier la relation avec autrui, ou est-ce que ce que je dis, fait, détruit plutôt cette paix? Alors c'est l'occasion évidemment de prier le Seigneur Jésus, de lui confier toutes nos intentions, lui confier le prochain hivernage, nous confier aussi la vie de notre pays, sa jeunesse particulièrement, et demander au Seigneur de nous faire la grâce de la paix. Direction Patar, à présent, la famille de Falloussen. Falloussen, c'est cet étudiant tué par balle lors de manifestations à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Sa famille exige donc la lumière sur le meurtre de leur fils, Abdoulaye Sène, le père du défunt. Face à la presse, s'inquiète des lenteurs enregistrées dans l'enquête ouverte depuis 5 ans. Il est au micro de Babacar Diouf. Depuis 5 ans, nous réclamons justice, mais toujours aucun résultat. Falloussen a quitté son Patar natal pour aller étudier à Saint-Louis, mais comme nous le savons tous, il a été tué et ce chagrin ne nous a jamais quittés. Partout, nous avons demandé que la lumière soit faite sur cette affaire, mais c'est comme si nous nous adressions à des sourds. Et pourtant, pour moins que cela, des gens ont été jugés et condamnés. C'est comme s'il y a 2 catégories de citoyens dans ce pays. Nous demandons pour la énième fois que le tombeur de Falloussen soit identifié et puni. Sinon, cela pourrait prendre d'autres tours. La baisse des prix des loyers sera appliquée dans tous les départements de Thiès, Mbour et Tivaouane. Une commission régionale est mise en place à la gouvernance de Thiès pour résoudre les problèmes liés aux loyers. Des décisions importantes sont prises par le gouverneur de Thiès de concert avec le ministère du Commerce. Il exhorte les bailleurs à appliquer donc les décisions contenues dans le décret. Les détails avec Cher Anta
Aminata Diop et Seyla Tire. Il s'agit d'une commission de conciliation. Les départements de Thiès, Mbour et de Tivaouane sont en pleine expansion. Beaucoup de conflits autour du loyer sont notés. Cette commission mise en place exécute les décisions contenues dans le décret signé par le président de la République pour faciliter l'accès au loyer, mais aussi faire tout pour qu'il y ait moins de problèmes entre les locataires et bailleurs. L'applicabilité, souvent, ça pose problème. C'est normal. C'est pourquoi nous avons beaucoup insisté sur le fait de surtout formaliser un peu les contrats dans la mesure du possible. Ces contrats devraient être écrits. En tout cas, si ce n'est pas écrit, comme le prévoient les dispositions légales et réglementaires, qu'une preuve soit apportée par tout autre moyen. Mais en ce qui nous concerne, nous ferons tout pour faire passer l'information, faire aussi participer à cette commission toute personne utile pour trouver une solution. Le secrétaire général du ministère du Commerce, Consommation et PME revient sur les mesures qui ont été prises. Mais retenons simplement que c'est des baisses de 15% pour les loyers de 300 000, de 300 000 à 300 000, 1 franc à 500 000, c'est 10%, et pour les loyers supérieurs à 500 000, c'est 5%. Mais au-delà de ces mesures, il y a des dispositions très importantes sur la caution. Selon le gouverneur de la région de Thiès, cette commission a une dimension sociale importante. Elle permet d'alléger le travail des tribunaux. Parlons économie à présent. Cette année, le Maroc a bloqué ses exportations d'oignons vers le Sénégal. On visite à Podor à l'approche de la Tabaski. Le directeur général de l'Agence de régulation des marchés craint une pénurie d'oignons ou une hausse vertigineuse des prix pendant la période de la Tabaski où la consommation est estimée à plus de 50 000 tonnes. Ansoumana Sané a rencontré les producteurs pour une meilleure régulation du secteur. Je vous propose d'écouter des propos recueillis par Ousseynou Diop et Habib Seck. Sur le terrain, quel est l'état de la production déjà et quels sont les stocks disponibles en vue de mieux préparer la fête de Tabaski qui arrive où la consommation attendue ou estimée est environ 50 000 tonnes. Avec les pays qui approvisionnaient le Sénégal, notamment le Maroc qui a bloqué ses exportations, et il y a une incursion dans le marché des pays voisins comme la Mauritanie, le Mali et même la Sierra Leone. Et à terme, s'il n'y a pas une régulation, nous risquons d'avoir une période de Tabaski assez compliquée. Et nous avons été avant ici dans la zone de Ndelle et nous avons visité un site qui est fin prêt à accueillir le chantier. Et très prochainement, nous reviendrons en compagnie de notre autorité pour faire la pose de la première pierre et insister aussi sur le respect des délais puisque dans le contrat, il a été stipulé que c'est un délai de 5 ans. Et puis dans le cadre de la stratégie de la souveraineté alimentaire, l'État du Sénégal envisage d'atteindre 1 500 000 tonnes de maïs à l'horizon 2028. Mais pour y arriver, il faudra prendre en compte les difficultés des acteurs de cette filière et qui ont pour nom accès difficile de production et des magasins de stockage, entre autres. Les détails avec Ousmane Dem. Si l'État s'intéresse autant à la filière maïs, c'est parce qu'elle joue un rôle essentiel dans notre alimentation. L'objectif de Monsieur le ministre, commandé par le président de la République, dans la stratégie de la souveraineté alimentaire, c'est d'atteindre 1 500 000 tonnes de maïs à l'horizon 2028. Aujourd'hui, nous voulons lancer, emblaver à peu près 50 000 tonnes, 50 000 hectares de surface. Cependant, les acteurs sont confrontés à d'énormes difficultés qui constituent des freins à leur développement. Ces contraintes, c'est l'accès aux matériels agricoles tels que les tracteurs, les semoirs, les moissonneuses, mais aussi l'accès aux magasins de stockage. Parce que pour avoir un stockage du maïs bien stocké, il faut avoir un magasin très large.
À cela s'ajoute l'absence de pistes de production. Mais aussi, il faut nous appuyer aux pistes de production parce que vous savez, on ne peut pas produire au niveau de l'hivernage. On veut sortir le maïs et si vraiment les pistes ne sont pas bonnes, ce sera une difficulté et le maïs va rester chez nous et c'est pas bon. Mais toutes ces doléances sont déjà prises en compte dans la stratégie de la souveraineté alimentaire. Et tout ça, effectivement, répond à ce besoin exprimé ici aujourd'hui par les acteurs de la filière, comme j'ai dit, qui ont déjà discuté avec Monsieur le ministre de l'Agriculture, qui sont venus le voir pour justement exprimer tous leurs besoins et ces besoins sont pris en compte dans la stratégie de la souveraineté alimentaire. L'interprofession maïs du Sénégal, qui regroupe 33 000 producteurs, demande à l'État d'être soutenu et accompagné davantage. Et puis Pape Demba l'a inhumé ce vendredi au cimetière de Yoff. Beaucoup de tristesse à la levée du corps à la Médina. C'était en présence de nombreux artistes. Habib Faye, Alioune Diagne. Pape Demba Ndiaye, plus connu sous le nom de l'âme, du nom de ses nombreux bracelets, n'est plus. Il a rendu l'âme ce jeudi. Dans son quartier natal de la Médina, la tristesse se lisait sur tous les visages. L'artiste comédien était aimé pour sa franchise. En tant que scénariste, Pape Demba était un homme épris de paix et de justice. C'était un homme fédérateur. Ici à la Médina, nous qui avons eu la chance d'avoir grandi avec lui, nous avons partagé depuis les premières difficultés à mettre en place une équipe navétane, à la consolider. Nous avons partagé énormément de choses. Et j'étais témoin de scènes où il a failli se bagarrer parce que tout simplement les gens étaient sur le chemin de l'injustice. De très véridique. Quand il n'est pas d'accord sur un acteur, il lui dit toujours c'est mal joué. On reprend. Décrit comme un homme intègre, Pape Demba s'en est allé au ciel, laissant derrière lui des comédiens orphelins, un projet inachevé. C'était un projet que lui avait confié le doyen Alioune Badara Bèye, président de l'association des écrivains. Et il m'avait dit que comme d'habitude, c'est toi toujours qui me sers de conseiller à l'ombre, soyez derrière moi. Le Festival international du théâtre et des rires qui était prévu dans la période du 26 au 28 mai. On ne peut pas être dans une douleur intense comme celle-ci et se permettre d'aller festoyer. Voilà, donc c'est des choses qui ne peuvent pas aller ensemble. L'artiste de la troupe Jamonoy Tey est aussi membre de Arcos. Pape avait le cœur sur la main. C'est quand il a incarné le rôle principal dans la pièce mythique Le Sacre de Kédo de Alioune Badara Bèye, dont justement j'ai assuré la mise en scène. Sargal na ma bu yàggul le 6 janvier daf ma sargal fii ci Douta Seck sargal bu mag donc loolu te moo ma jiitu ci aar moom temps Jamonoy Tey la moom ba muy def aar xale la. Aujourd'hui, ses camarades du 7e art ont tenu à lui rendre un dernier hommage en l'accompagnant jusqu'à sa dernière demeure, les cimetières Bakéya de Yoff. Direction Cannes à présent. Pour son premier film, la réalisatrice sénégalaise se hisse en compétition officielle long métrage. Banel et Adama, film de Ramatoulaye Sy, figure sur la liste des 19 films retenus en compétition officielle long métrage de fiction. Donc c'est le premier film de la réalisatrice. Nos envoyés spéciaux à Cannes ont rencontré l'équipe de production juste avant la première du film, donc prévue demain samedi à 15h. À Cannes. Ibou Diouf, Thierno Laurent Mendy. C'est ici, dans ces installations, que le film Banel et Adama fera sa première mondiale au Festival de Cannes, l'une des grandes attractions de la 76e édition de la Grande Messe du cinéma. Ramatoulaye Sy se place en pole position avec son premier long métrage, Banel et Adama. Il a été tourné, le film a été tourné au Fouta, entièrement en polar, avec des acteurs non professionnels. C'est un film qui a été tourné en 7 semaines, avec, je pense, 3, 4, 5 mois de prépa. Moi, c'est un rêve, c'est la première fois que je viens à Cannes. Donc j'ai eu une fois, j'ai été sélectionné pour la fabrique
mais c'était pendant la Covid, donc on n'a pas pu venir. C'est un film qui a été monté entre la France, le Sénégal et le Mali. Donc nous avons fait une coproduction entre ces pays-là. Donc il y a 2 productrices françaises, donc 2 producteurs sénégalais et un producteur malien. Et voilà, ça nous a aidé quand même à pouvoir rassembler les fonds qu'il fallait pour faire le film, parce que le film est très ambitieux. Banel et Adama, un film qui raconte l'histoire d'un jeune couple vivant dans un petit village éloigné au nord du Sénégal et du monde. Mais l'amour parfait qui les unit va être mis en rude épreuve par les conventions de la communauté. Ça a été une très belle expérience, quand même assez dure, qui connaît la région en fait de la région du Fouta au mois d'avril, mais il fait excessivement chaud, tempête de sable et tout, mais on y a cru, on s'est battu avec une équipe soudée. Malgré les conditions climatiques difficiles. Nous savons que c'est un travail qui a été fait. Il y a une volonté politique, une forte volonté politique qui a été déclinée en décision forte de mettre des moyens pour financer ce secteur-là. Mais ce qui me marque aussi surtout, ce sont des jeunes qui constituent la génération relève, c'est la génération des jeunes et qui sont en train de s'affirmer, qui sont en train de produire un discours que je dirais universel, parce que pour être là, c'est un discours qui parle au monde. La 76e édition du Festival de Cannes s'annonce prometteuse pour l'Afrique représentée dans sa diversité territoriale et narrative, mais aussi de genre, avec 2 femmes en lice pour briguer la Palme d'Or. La Sénégalaise Ramata Toulaïsi réalise l'exploit d'intégrer la sélection officielle avec son premier film long-métrage Banel et Adama à la conquête de la Palme d'Or. L'avant-première de ce film est prévue ce samedi à Cannes. Banel et Adam. Banel et Adam. Merci beaucoup Ibou Diouf et Thierno Laurent Mendy. Nous parlons football à présent avec la finale de la CAN U17. C'est dans quelques instants. Le Sénégal et le Maroc donc, qui vont s'affronter. Les Lionceaux ont envie d'écrire leur propre histoire dans cette catégorie selon leur entraîneur Serigne Saliouka. Mais il faudra sortir un grand match face aux Lionceaux de l'Atlas. Suivons ce reportage signé Mamadou Ndiaye. Un rendez-vous au sommet entre les 2 équipes les plus performantes de la CAN U17 qui se joue en Algérie. Le Sénégal et le Maroc, 2 équipes qui se connaissent bien. En un an, le Sénégal a rencontré 3 fois le Maroc en amical, un match nul, une victoire et une défaite face aux Lionceaux de l'Atlas. Pour cette 4e rencontre, les Lionceaux ont envie de marquer l'histoire dans cette catégorie, selon le coach Serigne Saliouka. Le Maroc, comme tu dis, de belles individualités. Une bonne assise collective, une équipe combattante aussi, une équipe qui est très bien aussi sur les statuts, sur les coups de pied arrêtés. Maintenant, nous, par rapport à tout ce qu'on a fait sur les séances vidéo, voilà, on sera en face, on sera en face, voilà, pour les contrecarrer et faire émerger un peu nos forces. Parce que dans ce genre de match, il faut croire plus en soi qu'en ce que fait l'adversaire. Mais comme je dis, au-delà de tout ça, il va falloir psychologiquement qu'on soit très fort. Parce que c'est un match, c'est un public qui va être là, c'est une pression qui va être là. Il va falloir qu'on prenne du plaisir pour être très sérieux, très concentré, déterminé à gagner. Le Maroc n'a pas encaissé du but depuis le début de la compétition face aux Lionceaux U17 qui ont encaissé un seul but. Il faudra sortir un grand match lors de cette finale pour mériter cette coupe, selon le défenseur Ibrahima Diallo. Les matchs amicaux et la finale ne sont pas la même chose. Nous essayons de faire une très bonne entame et de sortir le grand jeu pour essayer de remporter cette finale. Nous sommes fin prêts en résumé. Finale CAN U17, Sénégal, Maroc, qui remportera la finale pour la première fois de son histoire? Réponse, c'est dans quelques heures au stade Nelson Mandela de Baraki. Merci à vous Mamadou Ndiaye, c'était le dernier élément de ce 20h. Excellente suite des programmes en compagnie de la Télé Futur Média, mais je vous retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de Soir d'Info.